Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Bonsoir Sarah Samer. Bonsoir, merci pour votre invitation. Merci beaucoup de l'avoir accepté. Vous êtes l'avocat d'un collectif de victimes palestiniennes de Cisjordanie. Hier, vous avez adressé une requête soutenue par Yohann Soufi, expert en droit international, à Josep Borrell, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Vous sollicitez l'application de sanctions contre le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, le ministre de la Défense, Yoav Gallant, le ministre des Affaires stratégiques, Ron Dermer, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir et le ministre des Finances, Bezalel Smotrich. Quels sont les faits que vous leur reprochez et de quelles atteintes témoignent les plaignants ? Je vous remercie. Effectivement, ce collectif de 21 Palestiniens et Palestiniennes ont fait appel à nous pour que l'on puisse déposer cette requête juridique. Parce qu'ils ont été victimes et sont encore victimes. Et il y a eu une recrudescence depuis le mois d'octobre 2023 de crimes internationaux très graves qui comprennent des tortures, des traitements inhumains et dégradants, des arrestations arbitraires, des agressions sexuelles pour certains et même de meurtres. Les faits sont très graves. Les témoignages sont très détaillés, circonstanciés, et donc pour des raisons de sécurité, les témoignages sont anonymisés et nous n'en avons pas repris dans les communiqués de presse. Mais effectivement, ce sont des crimes internationaux et des violations répétées, systématiques des droits humains dont étaient victimes ces personnes. Vous avez donc adressé, vous l'avez rappelé, c'est une requête juridique. J'imagine que vous avez aussi saisi un juge. Non. Effectivement, cette requête s'est faite dans le cadre de la politique de l'Union européenne pour l'application des sanctions. Et en fait, cette politique de sanctions peut être mise en œuvre par Josep Borrell, actuellement le haut représentant, lorsqu'il y a des violations en matière de droits humains. Lorsque je dis requête juridique, c'est que nous avons travaillé avec mon camarade et mon confrère Yohann Soufi sur toute l'explication et toute la démonstration juridique à la fois de ces crimes internationaux que je viens de rappeler. Donc ça demande à la fois de décrire ces crimes, de les définir au nom du statut de Rome de la Cour pénale internationale, de prendre les textes pertinents à la matière pour pouvoir les caractériser et très clairement en fait mettre en lumière en quoi tous les témoignages que nous avons reçus, qu'on nous a donnés et les victimes nous ont fait confiance pour ça, que nous puissions les soutenir juridiquement. Mais pour autant, effectivement, ce n'est pas une requête que l'on dépose auprès d'un juge. Nous les avons déposées auprès de Josep Borrell et de son cabinet. Et en fait, ça s'inscrit dans une politique de sanctions qui est assez complexe parce qu'elle fait intervenir différents acteurs. Le haut représentant Josep Borrell a la faculté de pouvoir faire des demandes de sanctions qu'il va soumettre au Conseil de l'Union européenne. Le Conseil de l'Union européenne, donc, qui représente tous les États membres de l'Union, doivent adopter à l'unanimité ces propositions de sanctions qui, après, doivent faire l'objet d'un règlement par la Commission européenne. Donc, un processus plutôt long. C'est un processus long, c'est un processus complexe, mais il est vrai que pour ce collectif de victimes palestiniennes et palestiniens de Cisjordanie, il était important pour eux d'être la voix des Palestiniens de Cisjordanie, qu'on les entende, qu'on lise leurs témoignages et qu'on fasse en sorte que les représentants politiques qui, eux, ont le pouvoir d'adopter un cessez-le-feu, de donner des directives différentes aux forces armées israéliennes et même aux colons israéliens. Et l'actualité en France, là, peut-être qu'on en parlera ensemble, montre que cette pression marche. Sont les responsables. Puisqu'ils sont au pouvoir, ils ont ce pouvoir politique
Et le pouvoir du droit est là pour mettre en valeur, pour mettre en lumière aussi ces violations des droits humains, mais ça vient a posteriori. Et il y a toujours un devoir de réparation, un devoir de reconnaissance en tant que victime. Donc ça vient dans un temps un peu plus long. Mais effectivement, la politique de sanctions a de réels effets parce qu'elle peut modifier une situation actuelle en mettant la pression sur les dirigeants politiques. Et comme on l'a vu récemment, les États-Unis, via l'OFAC, a pu prendre des sanctions contre 4 colons israéliens dits extrémistes. Le Royaume-Uni a fait la même chose. Et la France, par un communiqué aujourd'hui, a décidé de prendre des sanctions contre 24 colons extrémistes du fait des violations perpétrées et systématiques des droits humains à l'encontre de Cisjordaniens aujourd'hui. C'est une décision assez surprenante, eu égard à la position de la France. On y reviendra. Votre requête date d'hier. J'imagine que vous n'avez toujours pas reçu de réponse de Josep Borrell. Quelles sont les sanctions que peut prendre le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ? Alors effectivement, les sanctions sont multiples. Elles peuvent être d'ordre économique et financier. Il peut demander par exemple le gel des avoirs de ces individus, des entreprises ou toute entité morale qui soutiennent ces individus dans leur politique. Elle peut consister en l'interdiction de se rendre sur le territoire des États membres de l'Union européenne. Cela peut consister en des restrictions, par exemple pour recevoir de l'aide financière ou de l'aide technologique ou des biens, des marchandises dans le cadre d'une politique, par exemple, de défense. Donc, en fait, elles peuvent être vraiment multiples, elles peuvent se compléter et la détermination de ces sanctions-là, nous en avons demandé plusieurs, bien évidemment, font l'objet, en fait, d'une discussion avec les groupes de travail au sein du cabinet de la politique extérieure de l'Union européenne et d'une discussion. Et après, elles vont être cristallisées dans la proposition qui va être déposée par le haut représentant auprès du Conseil de l'Union européenne. Donc vous rappelez d'ailleurs dans votre requête que des sanctions similaires avaient été ordonnées, prises en tout cas à l'encontre de la Russie ou encore à l'encontre de la Syrie. Vous êtes plutôt optimiste ? Oui, parce que... il faut toujours être optimiste, même si c'est vrai que la situation est grave aujourd'hui. Mais l'Union européenne a eu le courage de prendre ces sanctions-là contre le clan Assad lors de la guerre en Syrie. Elle l'a fait d'ores et déjà il y a 10 ans maintenant contre la Russie, lorsqu'il y a eu l'annexion de la Crimée. Et elle a couplé toute cette politique de sanctions qui avait été prise en 2015, elle l'a couplée en 2022 et en 2023 lors de l'agression contre l'Ukraine, avec des sanctions vraiment très nombreuses en matière financière, en matière économique, pour la limitation, l'interdiction de l'importation du gaz, du charbon, contre un nombre assez important aussi d'individus, de personnalités au sein du gouvernement, des soutiens politiques, des soutiens économiques, des personnes qui travaillaient aussi dans les médias. Donc, lorsque l'on voit la force avec laquelle et la rapidité avec laquelle l'Union européenne a réussi à se mettre d'accord sur toute cette salve de sanctions économiques, financières pour la Russie, on se dit qu'il est possible de le faire aussi pour les politiques et les responsables israéliens, alors que aujourd'hui la communauté internationale, la France et de nombreux États de l'Union européenne, s'interrogent, clament le fait que des millions de personnes sont en danger, qu'il y a eu plus de 40 000 tués. Il s'agit, comme le disait Josep Borrell hier soir, d'être aussi en toute logique avec ce que l'on dit et ce que l'on fait, et d'arrêter cette dissonance. Donc, on a espoir.
On a espoir, enfin en tout cas on espère, il ne reste plus que ça, j'ai envie de dire aujourd'hui. Et je me dis aussi que la décision historique qui a été rendue par la Cour internationale de justice le 26 janvier dernier, qui ordonne à Israël d'empêcher tout acte de génocide, devrait peut-être contribuer, aider en tout cas à un aboutissement rapide de votre requête. Est-ce que le caractère urgent de la situation peut justement accélérer un peu la procédure? Oui, bien sûr. Effectivement, la Cour internationale de justice a rendu son ordonnance historique avec toutes ces mesures conservatoires. Effectivement, l'État israélien a encore quelques jours pour rendre son rapport et pour démontrer les mécanismes et tous les outils qu'il a pu mettre en place pour limiter toutes les attaques et toutes les intentions génocidaires et tout ce qui a pu se passer jusqu'à présent et limiter en tout cas ce risque grave de génocide. Je pense que ce qui est très positif, c'est qu'on a montré au monde que le droit devait être la boussole de tous les États. De tous les États, même ceux qui ne reconnaissent pas certaines juridictions des Nations Unies. Et dans ces temps difficiles, compliqués, de conflits armés, la Cour internationale de justice est reconnue comme l'organe judiciaire phare des Nations Unies. Elle a pris des mesures qui sont contraignantes, qui ont un effet obligatoire, avec effet immédiat, et auxquelles tous les États, qu'ils soient partis ou pas partis, doivent s'y conformer absolument. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en un laps de temps assez restreint, on a eu l'ordonnance de la Cour internationale de justice, on a eu des décisions, notamment de la Cour d'appel des Pays-Bas qui a ordonné la suspension de la livraison de matériel militaire et d'avions à l'égard d'Israël. Donc, en fait, l'ensemble de ces mesures mettent une pression internationale et montrent que le politique ne doit pas se contenter de suivre le juridique et que ça doit être le contraire, puisque le temps de la justice est beaucoup plus étalé que le temps politique. Donc, ça donne de l'espoir et je pense que la Cour internationale de justice et l'Afrique du Sud, qui a initié cette requête, a montré le tempo et a montré que le droit devait s'appliquer à toutes et à tous et qu'aucun État ne pouvait s'exonérer de ses obligations internationales. Sarah Samer, votre requête est circonscrite à la Cisjordanie, mais j'aimerais vous parler de la situation à Gaza et en particulier à Rafah. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a ordonné à l'armée israélienne de préparer une offensive contre cette ville située à la frontière avec l'Égypte, où 1,4 million de Palestiniens, en grande majorité des déplacés depuis le mois d'octobre, s'entassent sur ce territoire exigu. Plusieurs pays ainsi que les Nations Unies ont mis en garde contre une catastrophe humanitaire en cas d'assaut. Et pourtant, dans la nuit de dimanche 11 à lundi 12 février, une série de frappes aériennes israéliennes a fait au moins 167 morts, selon certaines sources, 100 pour d'autres. Le président américain, qui est un allié historique d'Israël, a exhorté le Premier ministre israélien lors d'un entretien téléphonique ce dimanche de garantir la sécurité de la population palestinienne. Joe Biden dit ne pas soutenir cette offensive et juge excessive la riposte israélienne à Gaza. Alors on a le sentiment amer que la décision de la Cour internationale de justice d'ordonner à Israël d'empêcher un génocide à Gaza, et donc cette décision qui a été donnée par la Cour avant cette nouvelle offensive est un coup d'épée dans l'eau. Que peut faire la Cour pour obliger Israël à respecter ces fameuses mesures conservatoires qui constituent de notre point de vue un appel implicite à cesser le feu ou à mettre fin à la guerre génocidaire en Israël? Alors, la Cour internationale de justice rend des ordonnances contraignantes, mais elle n'a pas d'outils, de mécanismes pour forcer les États et pour les contraindre à appliquer les ordonnances qu'elle rend. Pour autant, il y a une possibilité qui est celle de saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui, lui, peut décider de prendre des mesures
immédiate et de forcer l'État à respecter ses obligations internationales. Donc, cela peut être fait par l'Afrique du Sud, qui, à l'issue de ce mois où l'État d'Israël va rendre son rapport, décide que ce n'est pas suffisant et que rien n'a été respecté. Mais ça peut aussi être le Conseil de sécurité des Nations Unies qui va s'autosaisir compte tenu du rapport qui va être rendu à la CIJ. Et la CIJ a l'obligation de le transmettre immédiatement au Conseil de sécurité. Malheureusement, avec le veto systématique et attendu de la part des États-Unis d'Amérique, la réponse est assez prévisible. Mais pour autant, il faut se dire que la Cour internationale de justice, lorsqu'elle rend ses décisions, elle fait en sorte que d'autres États se sentent responsables du respect de ces obligations. Et peut-être que à l'issue de toutes ces aggravations et de tous ces appels à protéger la population, les États-Unis vont peut-être changer de direction. Cela m'étonnerait, très honnêtement, mais pour autant, ça pose aussi la question d'une réforme aussi importante des Nations Unies. On sent que cette organisation internationale est un peu sclérosée et ne prend pas en compte la force et la voix d'autres États qui ont démontré leur puissance, qui ont démontré leur rôle important en matière de diplomatie sur la scène internationale. Et à ce moment-là, on peut juste se dire que le Conseil de sécurité des Nations Unies, en tout cas, ne représente absolument pas l'immense population et la majorité des responsables politiques dans le monde aujourd'hui. Il y a pourtant un moyen très simple de mettre un terme au massacre, à la mise en danger d'une population entière, c'est de cesser de vendre des armes à un État accusé de crimes internationaux. C'est une évidence qu'a rappelé Josep Borrell, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui s'est adressé à l'administration Biden. On écoute. Let's be logical. How many times have you heard the most prominent leaders and foreign ministers around the world saying too many people are being killed? President Biden said this is too much on the top. It's not proportional. Well, if you believe that too many people are being killed, maybe you should provide less arms in order to prevent so many people being killed. It's not logical? And in 2006, in the war against Lebanon, the US already took this decision. They already took the decision to pause the supply of arms to Israel because Israel didn't want to stop the war. Exactly the same thing that happens today. Alors c'est une évidence que Josep Borrell aurait pu aussi rappeler à la France, qui malgré un appel à cesser les envois d'armes vers Israël, continue d'en livrer. C'est à se demander si finalement, si le Conseil de sécurité devait se saisir encore de ce dossier, il y aurait peut-être la France aux côtés des États-Unis qui opposerait un veto. Oui, effectivement. Et à cet égard, il y avait des associations qui avaient appelé certains députés français à poser la question au ministre des Affaires étrangères et à son cabinet de savoir ce qu'il en était avant le mois d'octobre, après le mois d'octobre et depuis le rendu de l'ordonnance de la Cour internationale de justice le 26 janvier dernier. Pour l'instant, le député en question n'a pas reçu de détails sur ce que faisait la France, qui, d'un autre côté, nous dit qu'effectivement, elle continue de soutenir l'État d'Israël dans sa politique de défense, en utilisant des mots assez flous, mais pour autant, nous n'avons pas encore... La France conteste le terme génocide. Oui, effectivement, c'est ce qu'a indiqué le ministre des Affaires étrangères en parlant d'un seuil moral. Mais pour autant, la Cour internationale de justice a rendu une ordonnance. Il y a un grave risque de génocide.
aujourd'hui. C'est ce que dit la Cour internationale de justice lorsqu'elle parle d'un risque plausible que le droit des Palestiniens à être protégés d'un crime de génocide est imminent. Donc la France ne peut pas fermer les yeux indéfiniment, mais effectivement, on peut se dire que la France n'a peut-être pas tenté tous les moyens, en tout cas, d'imposer un cessez-le-feu et d'être cohérente avec la politique française et la politique qu'elle avait, la position qu'elle a toujours défendue auparavant, en prenant de la hauteur et en rappelant le respect du droit international. Donc c'est sûr que Josep Borrell a eu raison de taper du poing sur la table, et il appartient aussi à tous les États de l'Union européenne de prendre des sanctions à l'échelle nationale. Il est possible pour ces États-là de le faire à l'échelle nationale, en plus d'une proposition au niveau de l'échelle européenne. Voilà, celle que vous visez à travers votre requête. Exactement, oui, tout à fait. Merci beaucoup, Sarah Samer. J'espère qu'on vous recevra quand vous aurez cette réponse de Josep Borrell. Vous l'attendez quand, à peu près ? Là, on n'a aucune visibilité. C'est vraiment très complexe, c'est très long. Après, voilà, ça rentre dans un processus où mon confrère Yohann Soufi avait d'ores et déjà fait un déplacement à Bruxelles pour interpeller des députés européens. Je l'ai fait il y a 10 jours. Le 1er février aussi, j'avais interpellé certains députés européens et j'avais interpellé aussi le cabinet de Josep Borrell pour leur indiquer qu'il était possible de prendre des sanctions à l'égard de certains officiels israéliens. Donc ça va prendre du temps et il va falloir être patient. Mais d'autres requêtes sont en cours. Nous continuons de travailler. Beaucoup de confrères et de consoeurs se mobilisent. Donc ce n'est qu'une première étape et il y aura d'autres actions judiciaires à faire pour pouvoir défendre l'intérêt de ces Palestiniennes et de ces Palestiniens qui sont victimes aujourd'hui de graves violations et qui continuent encore de subir toutes ces atrocités. Qu'ils soient en Cisjordanie ou à Gaza. Dans la bande de Gaza, effectivement. Merci encore, maître Sarah Samer, avocate au barreau de Paris. Et donc, vous êtes mandatée par un collectif de victimes palestiniennes de Cisjordanie. Merci encore d'avoir accepté notre invitation.